En live dans 3 secondes, 2, 1. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Bonjour. Très bien, écoutez, bienvenue. On va juste attendre quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Et ensuite, on va essayer de démarrer dans les temps, par respect à ceux qui sont ponctuels et qui sont déjà là. Très bien. Et on va après présenter les intervenants. Donc, je rappelle la thématique du webinaire, déployer une politique handicap inclusive, enjeux et solutions, donc un sujet d'une grande importance qui est organisé par Groupe Talent Handicap. Donc, on va être ensemble une petite heure, donc de 9h30 à 10h30. On aura pas mal de minutes à la fin pour répondre également à vos questions. Je rappelle que vous avez un petit bouton en dessous qui vous permet de demander le support, parce qu'on essaie toujours d'avoir des supports assez complets pour que ça vous serve après le webinaire. Voilà. Donc, on va commencer par présenter déjà les intervenants. Allez, Emmanuel, je te laisse te présenter d'abord en premier, après je me présenterai après. Merci Redouane. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis la responsable formation du groupe Talent Handicap. Et je te laisse te présenter Redouane. Donc Emmanuel, merci. Redouane Benani, je suis cofondateur et président de Groupe Talent Handicap. Et j'ai vraiment le plaisir de co-animer avec Emmanuel ce webinaire. Est-ce que tu pourrais nous présenter le groupe Talent Handicap, s'il te plaît, en quelques mots, et nous expliquer également pourquoi nous organisons ce webinaire aujourd'hui? Très bien, mais effectivement, c'est important qu'on se présente, qui nous sommes. Groupe Talent Handicap existe depuis 15 ans. Donc ça fait 15 ans qu'on œuvre pour l'emploi des personnes en situation de handicap. En fait, c'est vraiment notre raison d'être, c'est de faciliter et favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap à travers 2 familles de services. D'un côté, nous avons les forums en ligne Talent Handicap, qui sont aujourd'hui des forums de référence au niveau national pour mettre en relation de manière ciblée et qualitative les employeurs et les candidats en situation de handicap. Et on a la famille de services Talent Handicap Formation qui propose aux employeurs des solutions de formation et de sensibilisation au handicap parce que ce sont des leviers importants pour l'emploi. Voilà en quelques mots ce que fait Talent Handicap. C'est vrai qu'à travers les forums, on va aider les employeurs et les candidats à être mis en relation, comme je l'ai dit. Donc il y a le côté recrutement, mais il y a aussi le côté valorisation de l'engagement des employeurs pour le handicap et l'inclusion, qui est également un levier pour attirer les meilleurs talents. Donc, donc ça aussi, ça fait partie des objectifs de nos forums. Et donc avant de présenter effectivement le plan et les objectifs de ce webinaire, alors pourquoi ce webinaire? Parce qu'on considère que le handicap et plus largement l'inclusion nous concerne tous. On sait très bien que, ça c'est les statistiques qui le disent, que une personne sur 2 est confrontée à un handicap ou un problème de santé, donc qui peut être considéré comme un handicap au cours de sa vie active. Donc si c'est pas moi aujourd'hui, ça peut l'être demain, ça peut être aussi quelqu'un de proche, ça peut être un collègue, ça peut être un client, et c'est pour cette raison-là que c'est important qu'on prenne conscience de l'importance du sujet et qu'on fasse l'effort pour atteindre une entreprise ou une organisation inclusive. Donc c'est important de présenter ce qu'est une politique handicap inclusive, comment la déployer, et bien sûr on va parler d'abord des enjeux et ensuite des solutions. Merci Redouane. Je vais vous présenter les objectifs de ce webinaire. Donc premièrement, comme l'a dit Redouane, nous allons parler des enjeux d'une politique handicap inclusive. Et ensuite, on verra quels sont les axes et les solutions pour la déployer.
Mais également les temps forts. Alors, les temps forts pour impulser, redynamiser. Donc là, on verra notamment 2 temps forts dont Redouane vous parlera un peu plus loin dans ce webinaire. Mais également, on verra les leviers pour aider à la financer, qui est un point également très important. Alors, pour commencer, Redouane, est-ce que tu pourrais nous présenter, s'il te plaît, les enjeux d'une politique handicap inclusive et l'intérêt d'en avoir une pour nous, s'il te plaît? Merci Emmanuel. Évidemment, voilà, une politique handicap est vraiment au cœur des enjeux des entreprises et des organisations pour plusieurs raisons. Ça touche vraiment beaucoup d'axes importants dans une entreprise, dans son fonctionnement. D'abord, elle est en lien direct avec la santé au travail. Donc, quand on considère le handicap et du coup, on permet à une personne qui travaille au sein de nos équipes de prendre en compte sa situation de handicap ou son état de santé, ça nous permet de lui offrir un environnement adapté qui va lui permettre de travailler dans les meilleures conditions sans risque sur sa santé. Donc, il y a une prise en compte de la santé au travail. Et on voit très bien que quand c'est pris en compte, on va aussi agir pour prévenir des risques. Donc, on est aussi sur la prévention des risques, et ça, c'est aussi une responsabilité importante des employeurs. Le fait aussi d'apporter des conditions de travail adaptées, on agit aussi sur la qualité de vie et des conditions de travail, donc la QVCT, qui est aussi très très liée à l'inclusion. Donc c'est un lien aussi avec la QVCT, donc la qualité de vie et conditions de travail. C'est en lien aussi avec le dialogue social parce que il faut dans une entreprise ou dans une organisation, il faut apporter des solutions qui conviennent à tout le monde. Donc le dialogue social aussi, il est facilité grâce à l'inclusion. Quand on s'intéresse à l'inclusion, ben, évidemment, on va lutter contre la discrimination et ça aussi c'est très très important. Donc dans le cadre de son engagement pour la diversité, pour l'équité et pour l'inclusion. Donc, la plupart des organisations ont des équipes d'ailleurs dédiées pour assurer la diversité, que ce soit au recrutement, que ce soit pour les évolutions. Donc on est vraiment dans l'égalité des chances, dans l'égalité des droits. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'équité. C'est un lien aussi avec la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises et des organisations, parce que quand une entreprise ou une organisation est engagée pour favoriser l'inclusion, ben elle agit aussi pour la société. Donc ça veut dire qu'on favorise un travail pour tous, on favorise aussi l'autonomie pour tous, on favorise la citoyenneté pour tous et donc la participation, l'égalité des droits. Donc c'est un enjeu de société aussi qui est très très important et l'entreprise elle a vraiment un rôle important à y jouer. Euh, et on voit que ça a aussi d'autres enjeux, notamment sur la rétention et la fidélisation de talents, parce que quand on apporte des solutions adaptées à ses collaborateurs, notamment dans le cadre du maintien dans l'emploi, parce que n'importe qui, comme on l'a dit, une personne sur deux peut être confrontée à un handicap au cours de sa vie active. Donc si une personne, donc elle est touchée à un moment ou à un autre par un handicap ou un problème de santé, donc l'entreprise se doit de faire son maximum pour maintenir en poste la personne. Du coup, elle garde un talent, elle garde des compétences et elle envoie un signal fort aux autres collègues, à tout le collectif de travail, comme quoi l'entreprise elle est engagée et ça installe la confiance, ça apporte une dynamique autour. Donc toute personne peut se dire j'ai de la chance d'être dans cette entreprise. Donc si jamais je suis confronté aussi à une situation de handicap, ben, je vais pouvoir compter sur mon entreprise pour maintenir mon poste, pour rester actif, etc. Donc ça développe la confiance, ça on vient de le dire, ça intervient aussi dans l'attractivité. Donc la marque employeur, les collaborateurs, les employés, ils peuvent en parler facilement. Il y a des systèmes aujourd'hui comme Glassdoor, puis le bouche à oreille, ça va très vite. Donc on arrive à savoir
assez vite si cette entreprise elle est engagée, elle est anti-accueillante, et c'est un endroit où on a envie d'être, qu'on a envie de rejoindre. Donc c'est important aussi pour la marque employeur, pour attirer des talents, donc, parce qu'une entreprise elle fonctionne avec des talents, avec des collaborateurs engagés, et c'est important à ce point de vue-là. Ça favorise aussi l'esprit d'équipe, l'esprit de solidarité, l'engagement. Donc les personnes qui sont en quête de sens, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des statistiques qui le montrent. Les, les candidats, hein, quand ils veulent rejoindre une entreprise, ils veulent rejoindre quand même une entreprise qui est engagée. L'enjeu d'innovation et d'accessibilité aussi est important, parce que quand on favorise la diversité, on favorise donc le handicap est une forme de la diversité avec des particularités, bah on favorise l'innovation, parce que il y a des regards différents sur les choses, voilà, on essaie aussi de trouver des solutions qui sont adaptées aux différents besoins, et on gagne aussi en accessibilité. L'accessibilité, c'est très très important. On a vu grâce aux derniers Jeux olympiques et paralympiques que ça a été un enjeu important et que c'était très utile. Et quand on intervient sur tous ces enjeux, tous ces points, évidemment, donc ça permet la performance, et l'entreprise en sort vraiment gagnante sur du long terme, de manière durable et responsable. Voilà un peu les enjeux qu'on peut présenter autour d'une politique handicap inclusive. Donc, voilà, je le redis encore, le handicap vraiment nous concerne tous, et pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, une personne sur deux est touchée par handicap au cours de sa vie professionnelle. L'âge moyen de survenance d'un handicap, c'est autour de 50 ans. Et donc on voit que ça a aussi un lien avec l'emploi des seniors, qui est un autre sujet de grande importance, surtout avec l'actualité autour de la retraite. 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Ça, c'est relativement connu, mais ça, c'est très important, parce que dans une organisation, il y a beaucoup de collaborateurs qui peuvent avoir un handicap sans l'afficher, sans le déclarer. Et, et du coup, quand on s'intéresse et on montre qu'on est engagé pour apporter des solutions adaptées, ben, les personnes sont encouragées à se déclarer, à exprimer leurs besoins, et du coup à agir positivement sur leur santé, sur leurs conditions de travail, donc sur leur performance, et ce qui est vraiment utile pour tout le monde. Voilà. Donc, par contre, si on s'y intéresse pas, si on n'envoie pas ce message de confiance et d'engagement, ben, beaucoup vont plutôt être tentés de le cacher et de prendre des risques sur leur santé et se priver d'une bonne QVCT. Donc là, ça touche, comme je l'ai dit, la prévention des risques et la santé au travail, et la QVCT aussi. Donc pour résumer autour des enjeux, la politique handicap inclusive a l'intérêt, et l'intérêt d'en avoir une, c'est que ça installe la confiance, ça installe un sentiment de sécurité, c'est comme une sorte d'assurance, hein, pour n'importe quel collaborateur, en se disant, si jamais moi j'ai besoin ou je suis touché par le handicap, bah je vais pouvoir me dire, je peux compter sur mon entreprise. Merci Redouane. Nous avons vu du coup les enjeux et l'intérêt que tu viens de nous présenter, mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'inclusion? C'est vrai que il y a encore beaucoup à faire, évidemment, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Il y a énormément à faire, beaucoup d'entreprises, d'employeurs, même ça progresse, hein, c'est positif, il y a du progrès, mais beaucoup d'employeurs doivent mettre plus d'engagement, plus de moyens, et vraiment considérer la politique handicap inclusive bien comme il faut. Et surtout qu'il y a des freins, donc il y a des freins et des obstacles à lever. Le principal frein, c'est la méconnaissance du handicap. Un manager, par exemple, s'il a des préjugés sur le handicap, ou s'il connaît pas bien le handicap, il reçoit une candidature d'une personne qui a toutes les compétences,
Et juste parce que la personne elle a un handicap, ben, le manager peut avoir peur, la méconnaissance génère de la peur, et peut écarter une bonne candidature dont l'entreprise a besoin. Donc on se prive de talents, surtout des métiers en tension. Donc la méconnaissance est un point très très important à lever. Évidemment, tous les préjugés qu'on peut avoir, les stéréotypes. Donc ça, il faut une prise de conscience sur nos préjugés, nos stéréotypes, toutes les formes de représentation. Il y a aussi le manque de formation et de compétences inclusives au sein des principaux acteurs de l'entreprise. Ça part du recruteur qui est le premier contact avec les candidats, les managers qui sont concernés aussi bien par des candidats à recruter que par des collaborateurs à manager, parce que il faut être capable de gérer des situations où on doit offrir ou assurer des conditions différentes entre collaborateurs ou savoir gérer des situations où le collaborateur est confronté à des difficultés ou des problèmes de santé, par exemple. On a également de la part des personnes en situation de handicap, donc une sorte d'autocensure et de manque de confiance, et parce que ils peuvent se dire on n'est pas capable de faire tel ou tel travail, voilà, alors qu'ils le peuvent. D'où l'importance aussi, et c'est le rôle des employeurs, de voilà, d'envoyer des signaux de confiance, de montrer qu'ils peuvent accompagner. Il y a de la formation qui peut se faire. On a des leviers comme l'alternance aussi qui est c'est important, hein, pour former des personnes, surtout que dans un contexte de handicap, toute personne, quel que soit son âge, avec une reconnaissance handicap peut bénéficier de formation à tout âge. Et ce qu'on sait très bien que dans le cas du handicap, on peut être face à des situations de reconversion, donc souvent, parce qu'une personne, comme l'a dit, autour de 50 ans, c'est l'âge moyen où le handicap survient. Donc on peut, à un moment, avec un handicap, ne pas être capable de continuer à faire ce qu'on faisait avant. Et du coup, être obligé de changer de métier, donc de faire une reconversion. Et là, il faut de la formation. Et l'alternance est un levier qui est vraiment intéressant. Donc là, Emmanuel, quand on parle de politique handicap inclusive, donc c'est toujours important de rappeler ce qu'est l'inclusion. Ça, c'est la base. Nous, en plus, on aime bien présenter ces petites images, hein. Donc, je te laisse nous dire ce qu'est l'inclusion. Merci Avant de Redouane. présenter les solutions. Merci, Manu. Alors effectivement, on illustre toujours la définition de l'inclusion ou l'explication de l'inclusion par des images. Donc là, on voit une première image avec l'égalité. Alors qu'est-ce que l'égalité? Nous voyons que les 3 personnes ont la même chose. Donc c'est simple, c'est facile, on ne se pose pas de questions, on donne la même chose à tout le monde. Et dans ce cas précis, on parle d'égalité. Mais on peut voir également que ça génère de l'exclusion par rapport à notre petit personnage sur la gauche, qui lui n'a pas accès ou ne voit pas la même chose que les autres personnages. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça peut générer de l'exclusion. Ensuite, nous avons donc une deuxième image où nous parlons de compensation. Alors pourquoi est-ce que nous parlons de compensation? Tout simplement parce que là, nous allons faire l'effort, donc ça génère un effort de déjà savoir quels sont les besoins de chacun. Donc nous allons comprendre leurs besoins, donc leur demander, les comprendre, pour notamment leur apporter une solution personnalisée. Là, on voit bien que les 3 personnes ont des solutions adaptées en fonction de leurs besoins. Et nous pouvons tendre également vers l'égalité des chances, puisque nous voyons que les 3 peuvent accéder ou visualiser la même chose. Et si vraiment on veut aller encore plus loin, et dans ce cas-là, nous pouvons supprimer donc toutes les barrières, et nous voyons bien sur la dernière image que nous allons faciliter l'accès à tout le monde, ce qui est encore plus simple parce que là, on parle d'accessibilité. Voilà, donc une accessibilité pour tous. Et on voit bien que la compensation et l'accessibilité génèrent de l'équité et de l'inclusion.
Donc, si on peut définir en quelques mots, nous voyons que l'inclusion, excusez-moi, consiste à créer un environnement où chacun peut être valorisé, respecté en fonction de ses besoins et en mesure de contribuer pleinement à une activité. Merci beaucoup Emmanuel. Effectivement, là, on a un schéma de compensation qui est visible, hein, parce qu'on voit que la personne, elle est petite, elle n'a pas accès, on lui donne 2 caisses, mais le handicap, comme on l'a dit, c'est à 80% des cas, il est invisible. Et quand il est invisible, on ne connaît pas les besoins, d'où l'importance aussi d'aller chercher les besoins de chacun. Exactement, Merci le beaucoup. dialogue est assez important dans ce cas-là parce que c'est la meilleure personne qui pourra vous expliquer ce dont elle a besoin puisque c'est elle qui est concernée. Totalement. Alors, on va présenter maintenant les principaux axes d'une politique handicap inclusive, hein. Bien sûr, on parlait de dialogue, Emmanuel, donc la communication, il faut communiquer sur ce qui est fait, l'engagement de l'entreprise et surtout des témoignages pour montrer concrètement ce qui peut se faire, donner l'exemple. Donc il faut sensibiliser aussi les différents acteurs, faire en sorte qu'ils prennent conscience de l'importance de l'inclusion, déconstruire les représentations, donc les préjugés, stéréotypes, former, parce qu'il y a aussi de la formation pour développer des compétences inclusives. Il faut former à comment gérer une situation de handicap qui survient dans son équipe, ou quand je dois recruter, comment faire, comment aborder le handicap en entretien, comment faire en sorte de bien accueillir un collaborateur qui nous rejoint, donc pour préparer son intégration, comment l'accompagner, comment sensibiliser l'équipe qui va intégrer, etc. Donc la formation aussi très importante, notamment pour les référents handicap, qui ont un rôle important à jouer également comme interlocuteur privilégié autour du sujet du handicap. Parler de recrutement inclusif, management inclusif, le maintien dans l'emploi est un axe important. Comme on l'a dit, une personne sur deux peut être confrontée à un handicap au cours de sa vie professionnelle. Tout ce qui est autour de la compensation et l'accessibilité, parce qu'il faut apporter des solutions adaptées à chacun. Voilà, on parle de qualité de vie et conditions de travail pour les personnes qui en ont besoin, et souvent, en essayant de le faire pour des personnes qui en ont besoin, souvent on arrive à le généraliser et ça profite à tout le monde. L'accessibilité aussi, faire en sorte que ça soit accessible au plus grand nombre. L'accessibilité physique, l'accessibilité numérique, il y a vraiment différentes formes d'accessibilité. Il y a la prévention des risques, on en a parlé. Il y a aussi des achats solidaires. Les achats solidaires, c'est quand vous achetez auprès d'acteurs, en fait, on les appelle souvent secteurs protégés adaptés, qui est composé généralement de 3 types d'acteurs. Il y a les ESAT d'un côté, ce sont des établissements et services d'aide par le travail. Donc c'est plutôt des structures médico-sociales qui peuvent fournir des prestations. Et là, la plupart des personnes qui sont dans les ESAT, plus de 80% sont en situation de handicap. Donc, quand vous achetez auprès de ces structures, vous favorisez le travail de personnes en situation de handicap. Vous avez aussi une deuxième catégorie qui est peu proche d'une entreprise classique, mais qui a un agrément spécial et avec des engagements associés, qu'on appelle les entreprises adaptées, qui doivent avoir 55% de leurs collaborateurs reconnus travailleurs handicapés. Donc, dans ces structures-là, ils veulent qu'il y ait un mélange entre des personnes en situation de handicap et des personnes qui ne le sont pas. C'est pour ça qu'il y a ce taux de 55%. Et du coup, quand vous faites appel à ces structures, vous favorisez indirectement l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a une troisième catégorie, parce qu'il y a des personnes qui, euh, qui finalement, ils ont un projet professionnel, un projet de vie qui fait qu'ils veulent être ou elles veulent être indépendantes. Et là, ce sont les TIH, ce sont les travailleurs indépendants handicapés. Voilà, vous pouvez aussi faire appel à des TIH pour vous fournir des services et des solutions. Et bien sûr, le dernier axe qui est important, c'est le pilotage. Évidemment, une politique handicap, on ne peut pas se dire elle va
rouler toute seule. Une voiture ne peut pas rouler toute seule, un avion ne peut pas voler tout seul. Il faut quelqu'un qui pilote tout ça. Et donc la partie pilotage, elle est extrêmement importante pour mener les différents projets, pour suivre, contrôler, veiller à ce que ça progresse. Et donc la partie pilotage, elle est extrêmement importante. Voilà, peut-être là, c'est pas forcément exhaustif, mais c'est ce qui nous paraît comme axes principaux d'une politique handicap inclusive. Donc on va vous présenter maintenant quelques leviers moyens d'une politique handicap réussie. Évidemment, il faut vraiment qu'il y ait une impulsion de la direction générale, donc il faut que ça soit intégré dans la stratégie de l'entreprise et porté par la direction générale pour qu'après tout le monde soit comment dire, conscient du caractère important et prioritaire, que tout le monde soit acteur dans l'entreprise, parce qu'il suffit pas que quelques personnes s'emparent du sujet. Il faut vraiment que ça soit un sujet porté par tout le monde et ça passe par la direction générale. On voit bien que c'est important pour la cohésion, pour recruter, et donc du coup pour la performance. Ça, je vais pas redire un peu tous les enjeux. Évidemment, si on a cette ambition d'avoir une entreprise inclusive, bah, il faut des efforts, il faut des moyens, ça ne viendra pas tout seul. Donc des moyens humains, des moyens organisationnels, techniques, matériels, financiers. Donc c'est important d'y consacrer les moyens que cela mérite. Bien sûr, il faut des référents handicap, donc des référents à qui on peut s'adresser et qui soient bien identifiés. Et la dernière loi de 2018, hein, Choisir son avenir professionnel, a imposé à toute entreprise à partir de 250 salariés d'avoir un référent handicap. Il faut s'appuyer aussi sur des managers ambassadeurs qui peuvent accompagner d'autres managers et sur des expériences réussies, par exemple. C'est bien d'avoir un engagement formalisé à travers une charte, à travers une convention, notamment avec l'AGFIP, hein, qui fait partie des acteurs principaux du handicap en France. Il y a la possibilité de négocier avec les instances représentatives du personnel un accord et qui ensuite est agréé par la direction du travail. Ça donne aussi des moyens d'agir. D'ailleurs, on voit que le taux d'emploi il est plus important dans les entreprises qui ont un accord agréé. Bien sûr, il faut communiquer pour mobiliser, pour associer tout le collectif et pour avoir l'engagement du plus grand nombre dans l'organisation. Voilà un peu les leviers. Ben, il y a 3 petits points, ça veut dire que c'est pas exhaustif, hein. Il y a plein de choses qui peuvent constituer des leviers et des solutions pour une politique handicap réussie. Alors, on va donner quelques exemples d'actions, voilà, qui peuvent être mises en place. Dans le cadre de la communication, évidemment, il faut communiquer sur son engagement et que ce soit concret. Des témoignages de collaborateurs, textes, vidéos, podcasts. Maintenant, les podcasts marchent bien. Proposer des petits guides en interne, des emailing en interne pour informer d'événements, d'actions, etc. La formation très très important pour former. Ce que je prends le cas d'un recruteur, s'il n'est pas formé ou si elle n'est pas formée, bah, elle peut se sentir mal à l'aise ou avoir la crainte d'être maladroite, de parler du sujet de handicap avec un candidat, par exemple. Le manager, pareil, il faut qu'il sache sur qui il peut s'appuyer, comment il peut faire, notamment dans le cas d'un maintien dans l'emploi, etc. Participation à des forums emploi spécialisés. On organise les forums talent handicap, évidemment. C'est important de montrer qu'on fait un pas vers les candidats en handicap, qu'on montre qu'on a la volonté de recruter toute personne, qu'il n'y a pas de discrimination, que les besoins des personnes sont bien pris en compte, etc. Donc, et ça permet aussi d'impliquer les recruteurs et les managers. C'est aussi une sensibilisation pour eux parce que ça les engage dans cette démarche
qui va être adapté. Voilà. Donc ça, c'est important. Vous avez aussi d'autres dispositifs qui existent, qui facilitent, par exemple, un manager qui n'est pas à l'aise, voilà, on lui a donné un peu de connaissances sur le sujet, mais il veut tester, il veut du concret avant d'engager une personne en situation de handicap dans son équipe. Il y a ce qu'on appelle la période de mise en situation en milieu professionnel. C'est un dispositif qui est proposé par France Travail pour qu'un candidat soit en immersion pendant quelques semaines. Et donc je crois que voilà, ça ne génère aucun engagement, il n'y a même pas de rémunération, il me semble, mais en tout cas c'est un dispositif qui est très intéressant pour tester, tout comme l'alternance. L'alternance aussi, ça vous permet de tester et d'essayer une personne. Et souvent, voilà, les expériences sont plutôt positives. Quand ça marche pas, c'est pas parce que c'est pas du fait du handicap, hein, c'est souvent ça, même en dehors du handicap, ça peut ne pas marcher. Mais en tout cas, souvent, ça marche et ça débouche sur un emploi. Il y a les stages aussi qui font partie des dispositifs. D'ailleurs, quand vous recrutez une personne en stage, même en PMSMP, donc période de mise en situation en milieu professionnel, en CDD, là je vais vous parler aussi du CDD tremplin, ça compte en plus dans le taux d'emploi qui vous permet de répondre à votre obligation d'emploi de travailleur handicapé. Donc, je rappelle que toute entreprise ou tout employeur, parce que même le secteur public est concerné, tout employeur à partir de 20 salariés, il a l'obligation d'avoir 6%, pardon, 6% de son effectif rempli par des collaborateurs ou des personnes qui sont reconnus travailleurs handicapés. Et donc même si vous recrutez quelqu'un en stage, en alternance, etc., ça compte dans ce taux d'emploi. Ce qui compte pas, c'est quand vous faites appel à la sous-traitance. Par exemple, un travailleur indépendant handicapé qui vous fait appel, il va pas compter dans le taux d'emploi, mais il y a quand même un intérêt financier que je vous présenterai après. Vous avez le parrainage, le fait d'engager vos collaborateurs pour qu'ils soient en contact avec des personnes en situation de handicap pour les accompagner, pour les parrainer. Et d'ailleurs, le dispositif Due Day, qui a lieu le 21 novembre cette année, donc il a lieu chaque année, c'est une journée par an, souvent pendant la SEPH, que je vous présente également, la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Donc c'est un temps où les collaborateurs peuvent accueillir une personne en situation de handicap le temps d'une journée en immersion. Et ce contact-là sensibilise, montre que voilà, ce sont des personnes avant tout avec des qualités, des compétences, et il suffit juste, pas tout le temps, d'adapter l'environnement. Des fois, il n'y a pas besoin d'adapter. Voilà, donc c'est important. Des conférences avec des témoignages, des conférences de la direction générale, comme on l'a dit, pour montrer l'importance du sujet. Faire des animations, mais récurrentes, parce que la sensibilisation, il faut quand même l'entretenir, il faut la maintenir, parce que on peut sensibiliser, puis on oublie vite. Donc il faut essayer de maintenir cette sensibilisation grâce à des événements, des mises en situation. Il y a de la réalité virtuelle aussi qui permet de vivre dans la peau d'une personne en situation de handicap. Il y a des sensibilisations sur beaucoup de thématiques, donc on peut créer des événements à chaque fois sur une thématique différente. Utiliser le sport aussi, des événements handisport. Sport, euh, c'est un vecteur intéressant. On l'a vu récemment avec les Jeux paralympiques. On a vu de quoi les athlètes paralympiques sont capables, comment ils arrivent à s'adapter à l'environnement, et c'est quand même impressionnant. Il y a des jeux, il y a aujourd'hui des jeux proposés d'ailleurs qui sont gratuits par la GFIP, Handi Poursuite ou Active Challenge, très intéressant. Talent Handicap aussi crée un jeu qu'on appelle le jeu de l'inclusion, qui peut vous être proposé notamment lors d'événements, de temps forts, pour sensibiliser. Là, vous avez quelques exemples d'actions. Les acteurs principaux, dans une politique handicap, il y a bien sûr l'AGFIP pour le secteur privé et le FIPHFP pour le secteur public, donc c'est un peu l'équivalent. Mais clairement, l'AGFIP, c'est vraiment l'acteur principal. En France, il fait beaucoup d'actions, il apporte beaucoup de solutions
pour l'emploi, pour la compensation, pour l'accessibilité, pour l'accompagnement des référents handicap. Voilà, souvent l'AGFI peut proposer des diagnostics, peut proposer de l'accompagnement, des événements pour les référents handicap. Il y a d'ailleurs un réseau des référents handicap qui est animé par la GFIP. Il y a même il y a quelques jours par an, c'est l'université des référents handicap, du réseau des référents handicap qui est organisé chaque année par la GFIP, qui est un temps fort. Chaque fois, c'est dans une ville différente. Donc là, la GFIP, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont faites intéressante. Le réseau des Cap Emploi qui a intégré maintenant France Travail, qui permet d'accompagner les employeurs et les candidats, surtout pour l'étude de poste, pour vérifier de quoi a besoin la personne, par exemple, à recruter, ou la personne qui est déjà en poste, à qui survient un handicap. Donc il y a beaucoup d'ergonomes dans les Cap Emploi. Mais en tout cas, ils sont là vraiment pour favoriser l'emploi et accompagner les candidats. La MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, qui en ce moment, dans pas mal de départements, qui a fusionné avec le service des personnes âgées, donc là, qui sont regroupées dans ce qu'on appelle la Maison de l'autonomie, la MDA. Mais en tout cas, c'est à la MDPH qu'on dépose une demande de RQTH, par exemple, ou c'est là où on peut demander aussi l'AH, l'allocation adulte handicapé, etc. Donc la MDPH d'ailleurs, c'est la loi de 2005 qui a vraiment mis en place la MDPH comme un guichet unique pour les personnes handicapées. Bien sûr, la CARSAT, la caisse d'assurance retraite, mais aussi de santé au travail, parce que comme on l'a vu, la santé au travail, elle est vraiment très liée au handicap. La Caisse nationale d'assurance maladie, l'ANACT, c'est l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail aussi, on l'a vu, les conditions de travail, c'est un point important dans une politique handicap. Voilà. Après, vous avez des acteurs comme Osmose, comme HUP. Osmose, c'est la fusion récente du réseau GESAT et de Andeco. C'est une structure qui accompagne les employeurs pour faire appel au secteur protégé adapté, donc pour faire appel aux ESAT, aux entreprises adaptées, au TIH, donc travailleurs indépendants handicapés. HAP, c'est une association qui accompagne les travailleurs indépendants handicapés. Alors, donc pareil, c'est un réseau intéressant pour trouver des TIH. Pour le parrainage, vous avez l'ARPEJ aussi, c'est une association intéressante pour parrainer notamment des jeunes en situation de handicap. Il y a le DUODEI, on en a parlé. Et puis dans les acteurs privés, bon, je vais parler plutôt de talent handicap, puis beaucoup d'acteurs privés sont là aussi pour vous accompagner. Il y a vraiment besoin de beaucoup d'acteurs pour faire face à tout ce qu'il y a à faire pour développer l'inclusion dans le milieu du travail. Vous avez ici un petit lien qui vous donne un guide intéressant des acteurs qui est fait par la GFIP. Donc si vous demandez le support, donc je rappelle que vous pouvez demander le support avec le petit bouton qui est en dessous, et vous aurez toutes les informations communiquées sur ce support. Voilà. Donc après, on va présenter les temps forts qui peuvent être utilisés pour impulser, redynamiser. Évidemment, on peut à tout moment organiser une journée ou un moment officiel pour lancer sa politique handicap. Donc ça, n'importe quelle date, vous voulez lancer votre politique handicap, c'est un moment fort qui peut faire l'objet d'animations, d'éléments qui vont sensibiliser au handicap, montrer l'importance de ce lancement auprès de tout le collectif. Après, vous avez des journées mondiales. La journée mondiale contre le cancer. Le cancer est un handicap selon la loi, hein, donc c'est célébré chaque 4 février.
Donc il y a une thématique autour du cancer. La journée mondiale d'audition célébrée le 3 mars par l'OMS. Vous avez aussi chaque 2 avril la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc ça a été créé par l'ONU. Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité en mai. Vous avez la journée nationale de sensibilisation du TDAH. Donc c'est les troubles et déficiences de l'attention et hyperactivité, avec ou sans hyperactivité, chaque 12 juin. Semaine de la QVCT en juin. Vous avez la journée nationale des 10, donc tout ce qui est autour des troubles 10, en octobre. Et vous avez la SEPH, donc la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, qui est devenue un temps fort important, largement médiatisé, qui a lieu chaque 3e semaine de novembre. Donc cette année, c'est du 18 au 24 novembre. Et pendant la SEPH, il y a la journée du Duo Day, qui est importante aussi, pour vraiment mobiliser ces acteurs internes et faire en sorte qu'ils rencontrent le temps d'une journée une personne en situation de handicap. Vous avez la journée internationale des personnes handicapées qui a lieu, qui est célébrée le 3 décembre à l'initiative de l'ONU, et puis la journée mondiale de l'égalité des chances le 5 décembre. Donc il y a vraiment pas mal de dates intéressantes qui peuvent être une opportunité pour animer et voilà, redynamiser sa politique handicap, faire en sorte de maintenir, entretenir l'engagement de tout le monde sur l'inclusion et la politique handicap. Donc, la SEPH, je l'ai déjà indiqué, du 18 au 24 novembre, avec chaque année une thématique. La thématique de cette année, c'est handicap et parcours professionnel, comment assurer une vraie égalité des chances, puis le Duo Day qui a lieu le 21 novembre. Alors, maintenant, on va présenter les leviers de financement. Donc, comme l'a dit Emmanuel au début, il faut financer ces actions. Il y a beaucoup d'aides. Emmanuel, il y a beaucoup d'aides autour de proposées par la GFIP, par le FIPHFP, d'aides. Bon, il y a vraiment des rubriques sur le site de la GFIP qui expliquent un peu toutes les aides. Les employeurs, privés ou publics, ils sont soumis à l'obligation d'emploi d'avoir 6% de leur effectif rempli par des personnes qu'on appelle bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc qui justifient d'une reconnaissance administrative de leur handicap. Et les employeurs qui n'atteignent pas ce taux de 6%, aujourd'hui la moyenne est un peu plus de 4%, donc on voit que ça progresse. Il y a peut-être un an ou deux, elle était à 3,5%. Donc on voit que ça progresse, mais en tout cas les employeurs qui n'atteignent pas les 6%, en fait ils remplissent aussi et répondent à leurs obligations en versant à la GFIP une contribution financière qui permet d'ailleurs à la GFIP de réutiliser cette contribution pour développer l'emploi dans d'autres entreprises, pour accompagner les travailleurs handicapés, etc. Donc c'est une manière aussi de répondre à son obligation d'emploi. Donc, quand vous avez des contributions à payer et quand vous menez des actions de formation, de sensibilisation, des événements, etc., vous pouvez déduire les coûts de ces actions dans la limite de 10% de vos contributions. Vous pouvez les déduire donc de vos contributions. L'autre levier aussi, c'est de mettre en place un accord handicap agréé. Il y a aujourd'hui je crois, à peu près 400 entreprises qui sont sous accord. Bon, le chiffre bouge, je ne suis pas sûr de ce chiffre, mais en tout cas, je sais que c'est plus de 300. Donc ça doit être proche de 400. Et donc là, quand on met en place un accord agréé, ça permet de définir un budget qui va être utilisé pour les différents axes de sa politique handicap. Et ce budget, du coup, il permet de ne pas payer, au lieu de payer des contributions à la GFIP, on va plutôt financer des actions dans le cadre de son accord. Les OPCO, bien sûr, pour tout ce qui est formation, et puis talent handicap, les formations de talent handicap permettent aussi, on a mis en place un nouveau modèle économique qui permet, grâce au budget formation, donc de consacrer une partie pour financer des actions pour le recrutement et pour la marque employeur.
Très bien. Écoutez, on a vraiment fait le tour du sujet de ce webinaire et on en profite parce que les solutions Talent Handicap permettent de répondre aux besoins d'une politique handicap inclusive. Je vais juste vous rappeler un peu ce qu'on fait, et surtout qu'il y a la SEPH qui est proche et on a un forum en ligne. En fait, on organise 5 forums en ligne chaque année parce que l'objectif, c'est que les employeurs puissent recruter à différents moments et diversifier les moments de recrutement et maximiser les chances de ne pas passer à côté de bons candidats. Donc, il y a 5 temps forts pour recruter à travers Talent Handicap et on a un des temps forts qu'on a organisé spécialement à l'occasion de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, de la SEPH. Et notre forum, les forums en ligne Talent Handicap durent 3 semaines. Donc c'est là, le prochain, c'est du 8 au 28 novembre. Et l'ASEPH est une des 3 semaines. On a aussi mis en place 2 actions de sensibilisation. Une qui s'appelle Un jour dans votre entreprise, où un expert talent handicap se déplace sur un site de votre entreprise avec un programme personnalisé pour animer des mises en situation, des ateliers de sensibilisation, etc. Et puis, il y a le jeu de l'inclusion dont je vous ai parlé, qui est un jeu qui peut être ouvert à toute l'entreprise, qui sensibilise sur l'inclusion et sur le handicap à travers 5 thématiques. Donc on peut vous en parler si jamais ça vous intéresse. Puis il y a toute la partie formation que va vous présenter Emmanuel. Là, vous avez l'agenda des forums de l'année 2025, en plus du forum de la SEPH du 8 au 28 novembre de cette année. Vous avez ici, sur le support, je ne vais pas vous détailler, mais en tout cas, vous avez toutes les informations sur le support si vous le demandez. Et on reste à vos dispositions, bien sûr, pour vous donner toutes les réponses à vos questions sur la sensibilisation un jour dans votre entreprise. Vous avez le jeu de l'inclusion sur 5 thématiques clés autour des préjugés, autour du handicap invisible, de l'emploi, de la performance et de la posture. Donc c'est vraiment une sensibilisation très pertinente. Et là, je passe la main à Emmanuel pour vous présenter la partie formation. Merci beaucoup Redouane. Alors effectivement, comme Redouane vous en a parlé, nous avons donc créé des formations sur le handicap et sur l'inclusion au travail qui sont basées notamment sur des besoins et des attentes réelles. Donc notamment par rapport au retour des employeurs qui ont participé à des forums, nous avons pu donc pas à partir des besoins qu'ils ont rencontrés ou des attentes qu'ils avaient, construire des formations adaptées, mais également sur des retours d'expérience. Donc, que ce soit de collaborateurs, d'employeurs, de référents handicap, de formateurs, de RH, nous avons bâti nos formations sur des retours d'expérience pour une application opérationnelle. Donc, nos formations, elles sont disponibles en inter ou en intra. Et vous pouvez donc voir tout le catalogue de formations sur notre site internet formation.talenthandicap.com qui sera affiché en bas des formations pour accéder à notre site web. Vous avez également sur notre site web un formulaire de contact pour nous envoyer une demande si vous souhaitez une sensibilisation et une formation et nous vous contacterons ensuite pour faire le point avec vous en fonction de vos besoins. Voilà Redouane, est-ce que tu peux passer à la slide? Merci beaucoup. Alors, nos formations inter sur le site web, vous allez retrouver donc notre agenda des formations inter qui sont planifiées jusqu'à la fin de l'année. Donc là, nous avons en septembre redécouvrir et comprendre le handicap en France et handicap et inclusion, mon rôle de RH, donc qui est destiné notamment à un public de RH. Vous avez d'autres formations donc en octobre, en novembre. Et comme l'a dit Redouane, pour la SEPH, nous avons toutes nos formations qui sont disponibles cette semaine-là. Donc pareil, vous pouvez nous faire une demande de contact sur le site web et nous vous recontacterons pour vous inscrire à nos formations. Merci beaucoup Emmanuel. On arrive à la partie questions-réponses. On va vérifier vos questions. D'accord. Donc là, il y a une question concernant la partie pilotage. C'est souvent le plus compliqué à respecter et tenir sur le long terme. Quelles sont vos recommandations? Bonne pratique. Alors, je sais pas quoi répondre. C'est une question qui est assez ouverte. On peut, si jamais vous avez
envie qu'on en discute, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, pour le pilotage, il faut, voilà, c'est vraiment beaucoup de gestion de projet, de mobilisation, il faut être très actif. Il faut tenir face à tout le monde. Voilà, c'est pas facile hein, comme rôle, mais c'est un rôle qui est extrêmement important. Alors pour apporter, excuse-moi Redouane, pour apporter un complément d'information pour Théo. Effectivement, comme l'a dit Redouane, ça ressemble à la gestion de projet hein, au quotidien. Donc peut-être faire des réunions d'information, planifier en avance. Donc quand vous mettez en place votre politique handicap, peut-être planifier des réunions d'avancement. Voilà, elles sont déjà planifiées et donc chaque acteur se dira qu'il y a une date, une réunion de planifier et donc ça pourra peut-être vous aider également à respecter sur le long terme, notamment les recommandations et leur rappeler durant ces réunions peut-être vos recommandations et les bonnes pratiques que vous aviez mis en place au début. Merci Emmanuel pour le complément. Il y a aussi une question de Laurence sur le parrainage. Donc, outre le Duo Day, comment valoriser le parrainage d'un travailleur en situation de handicap par une entreprise ou un salarié de celle-ci? En fait, le Duo Day, c'est vrai que c'est une journée par an, mais rien n'empêche pour une entreprise d'organiser une journée de parrainage à tout moment de l'année. Et nous, on peut même accompagner les employeurs qui veulent faire ce type de parrainage pour trouver des personnes en situation de handicap qui vont venir passer un moment avec leurs collaborateurs. Donc ce contact, d'ailleurs, ça a été prouvé par une étude d'une institution vraiment sérieuse qui a montré que la meilleure des sensibilisations, c'est vraiment le contact avec les personnes en situation de handicap. Donc si on présente juste la théorie et la personne n'est pas vraiment au contact, la sensibilisation elle est beaucoup moins efficace. Donc c'est bien de mixer des rencontres avec des sensibilisations, des formations, impliquer aussi au sein de l'entreprise. Si par exemple vous avez des collaborateurs en situation de handicap, donc il y a aussi avoir des tuteurs, ça aussi, ça c'est proche un peu du parrainage. Donc ce contact, il est vraiment important parce que la personne se rend compte vraiment de ce qu'est le handicap. Donc là, je passe à Natacha. Je suis chargée de mission handicap dans une université. Serait-il possible d'avoir des contacts pour des jeux ou interventions de sensibilisation? Avec plaisir. Donc, vous pouvez nous contacter, puis on essaiera de fournir tous les contacts que nous avons. Bon, les coûts de formation, pareil, en fait, c'est des coûts comme toute formation. Là, ce sont des formations spécialisées en handicap, mais c'est pareil que d'autres formations. Et en plus, ces coûts, comme on est certifié Calliope, ces coûts peuvent être pris en charge par vos OPCO. Et encore plus, vous avez une autre solution aussi pour les financer, c'est déductible de vos contributions à GFIP. C'est-à-dire que si vous payez des contributions à la GFIP, vous pouvez les déduire. Par exemple, je prends un cas juste pour donner un exemple avec un chiffre rond. Imaginons que vous devez payer 100 000 euros de contribution à la GFIP. Les formations et les sensibilisations sur le sujet du handicap, vous pouvez les déduire en totalité, mais dans la limite de 10% de ces contributions, donc dans la limite de 10 000 euros, hein, qui sont 10% de 100 000. Mais généralement, le coût n'est pas un frein. Il y a toujours des solutions. Ce qui est important, c'est l'envie de former, de sensibiliser, voilà, c'est cette envie-là qui est la plus importante. Après, des coûts, il y a toujours, généralement, il y a toujours des solutions. Très bien, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, on est on est à 6 minutes de la fin. En tout cas, un grand merci pour toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet, qui sont présentes. Nous restons vraiment à votre entière disposition si vous souhaitez aller plus loin pour échanger, pour analyser des besoins. Voilà, vraiment, on est là vraiment pour ça. C'est notre métier, c'est notre raison d'être, d'accompagner les employeurs et les candidats.
voilà, le mot de la fin, Emmanuel, de Merci quoi on Redouane. pourrait conclure? Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir, écoutés pendant ce webinaire. Comme l'a dit Redouane, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Vous savez qu'aujourd'hui, ben, c'est très important de sensibiliser et de former, nos collaborateurs au sein des entreprises pour respecter justement l'inclusion, au sein de nos organisations. Mais sachez que nous sommes à votre disposition si vous avez des questions, donc notamment, par notre site web en remplissant un formulaire de contact et nous serons là pour vous accompagner, selon vos besoins. En tout cas, merci à tous. Merci Emmanuel. Donc nous espérons vraiment que ce webinaire vous a plu, que vous l'avez trouvé utile, que ça vous a permis vraiment de prendre conscience des enjeux et des bienfaits de l'inclusion, qu'il vous a donné envie d'aller plus loin, parce qu'il faut toujours aller plus loin, il faut être ambitieux dans votre engagement pour la diversité, pour l'équité et pour l'inclusion, et pour déployer une politique handicap inclusive où chacun peut être vraiment un véritable acteur, hein. C'est vraiment un sujet qui concerne tous les acteurs d'une entreprise ou de toute organisation. Voilà. Merci beaucoup. Merci Merci Redouane. beaucoup. Vous avez aussi l'adresse mail pour nous contacter, groupe@talent-handicap.com. Vous avez également les coordonnées de Laura si jamais vous avez des questions, et c'est elle qui vous enverra le support, donc si vous le demandez bien sûr. Et encore un grand merci. N'hésitez pas à vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Webikeo, donc vous serez informé de nos prochains webinaires. Et en tout cas, très belle journée et un grand merci. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.